Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences et d'informations autour du cancer et des soins de support. Pour mener à bien cette mission, j'accueillerai à mon micro des patients qui nous raconteront leur histoire, mais aussi l'entourage proche, les aidants, les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Vous écoutez la seconde partie de notre discussion avec Betty. Si vous n'avez pas écouté le début, foncez sur l'épisode précédent pour avoir la totalité de notre échange. Et maintenant, j'aurais aimé, Betty, qu'on s'attarde un petit peu plus sur ton histoire, sur la découverte de ton cancer, les traitements qui en ont suivi, que tu puisses nous raconter tout ça dans le détail. Oui, alors commençons par le commencement. Alors, j'ai eu, moi, 2 cancers du sein. Donc, un premier il y a 13 ans et un second récemment, puisque j'ai fini les traitements début janvier. Voilà. Donc, ce n'est pas une récidive, c'est un nouveau cancer pour moi. Donc, j'ai eu le premier sur un sein et le second sur l'autre sein. Voilà. Donc, alors oui, pour l'historique, moi j'ai perdu ma maman jeune d'un cancer des ovaires. Donc, forte suspicion qu'il y ait quelque chose de génétique. Donc, effectivement, après, lors de mon premier cancer, on a fait les tests génétiques pour découvrir qu'effectivement, j'étais porteuse du gène BRCA1. Voilà. D'où le nouveau cancer, probablement. Voilà, c'est favorisé par ça. Donc, ce premier cancer, où j'ai fait une tumorectomie, où j'ai eu la chance que la tumeur soit bien placée sous le sein. Donc en fait, j'ai une très belle cicatrice, ça ne se voit absolument pas. Mon sein n'a subi aucun dommage. J'ai eu quelques ganglions, j'ai eu 3 ganglions d'atteints. Non, si c'est ça, 3 ganglions d'atteints, ils m'en ont enlevé 7. Voilà. Chimio, rayons, et voilà. Donc là, ça a été, un peu la montagne qui vous tombe sur la tête. Mais en même temps, je le savais au fond de moi, quelque part, je m'y attendais. C'est ce que j'ai dit quand le médecin m'a appelé pour me dire bon, les résultats de la biopsie, c'est pas top. Parce qu'au début, il pensait éventuellement à un adénofibrome, donc quelque chose de bénin pour à mon âge à l'époque, etc. Donc biopsie, et au final... bon. Parce qu'à l'époque, tu avais 32 ans, j'avais 32 ans, oui. Ouais. Et du coup, c'est l'histoire de ta maman qui t'avait fait penser, ou c'était un ressenti interne? C'est pour moi, par rapport à ma maman, oui. J'étais à peu près persuadée que quelque chose éventuellement me tomberait dessus. Et j'étais très dans le déni, parce que j'étais pas très assidue à mes consultations gynécologiques, etc. J'avais un peu laissé ça de côté, voilà. Donc ça m'a rattrapée comme ça du jour au lendemain. Donc quand le médecin, mon gynécologue m'a annoncé que j'avais un cancer, la première chose que je lui ai dite, c'est « Ok, donc qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, en fait, je l'ai un peu surpris parce qu'il ne s'attendait pas à cette réaction-là. Et il m'a dit « Waouh !» Je lui ai dit « Waouh, quoi ?» J'ai dit « Waouh, j'ai pas le choix, donc faut y aller, quoi. J'ai 32 ans, voilà. Dites-moi qu'est-ce qu'il en est. » Voilà. Donc, les traitements sont plutôt bien passés. J'ai plutôt bien supporté la chimio, les rayons, etc. Et mon état d'esprit à l'époque, c'était vraiment, je fonce,
vite, je tourne la page et je reprends ma vie. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai pas fait de soins support, je n'ai pas été auprès d'associations, etc. Pourtant, on m'avait présenté, parce qu'à l'époque, Ensemble pour elle avait été créé et il venait d'être mis en place les Dragon Ladies sur Reims. Et donc, étant suivi par le docteur Cutuli, il m'en avait parlé. Mais non, j'ai pas eu cet élan de le faire, j'avais pas l'envie à ce moment-là. Donc j'ai repris ma vie, mon travail, un travail à responsabilité, donc qui me demandait beaucoup. Mais à un moment donné, j'ai pris le mur. Mais après. Donc, qu'est-ce que tu entends par j'ai pris le mur ? J'ai frôlé vraiment la dépression, le burn-out, etc. Parce que je ne me suis pas écoutée avant. Parce que j'ai voulu faire condenser ça, mais après, chacun le fait à sa façon. C'est pour ça que j'entends bien la différence entre les différentes patientes que je peux rencontrer aussi moi-même, parce que je l'ai vécu moi-même de façon très différente. Oui, et puis on gère comme on peut à un moment donné, avec Exactement. les moyens qu'on a. On fait comme on peut. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà pour ce premier épisode. Et puis, entre-temps, je me suis fait enlever les ovaires, puisque par rapport à ce gène, il était fortement conseillé d'enlever les ovaires, qui réduit 50% de chances d'avoir un nouveau cancer. Et puis, bon, surtout que le cancer des ovaires, c'est encore autre chose. Donc, je me suis fait enlever les ovaires en 2019. Et ça a été parce qu'à 40 ans, en fait, ils attendent 40 ans. Et à 40 ans, c'était assez récurrent. Hein. Alors, quand est-ce que vous y allez que ce soit de l'oncologue, du gynéco, etc. etc. J'avoue que j'avais une forte réticence par la peur des effets secondaires. Et là, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais en pleine formation de sophrologie. Et en fait, des techniques très poussées et très pointues qu'on peut faire en séance individuelle m'ont été appliquées et m'ont permis de libérer ça et en fait de me sentir à l'aise pour aller me faire opérer. Donc j'ai été me faire opérer, me faire enlever les ovaires et j'en étais ravie. Absolument ravie. Pas d'effets secondaires comme je le craignais, etc. Donc tout s'est bien passé. Alors du coup, on va rembobiner un petit peu. Du coup, en 2009, tu n'étais pas encore maman ? Non. Effectivement, je n'étais pas maman. Encore, les médecins à cette époque-là t'avaient du coup dit qu'ils ne savaient pas en termes de fertilité ce que ça donnerait ? Exactement. En fait, il n'y avait pas de positionnement. Quand j'ai posé la question, on m'a dit on ne sait pas, on ne peut pas dire, ça peut avoir un impact comme ça ne peut pas en avoir. Donc c'était un peu effectivement la question. Et puis c'est ajouté à cela du coup effectivement les tests génétiques où j'ai patienté pendant 14 mois pour avoir les résultats. Et là, je peux te dire que ça cogite en se disant mais si je suis porteuse d'un gène, est-ce que je vais faire des enfants est-ce que je vais assumer de transmettre ça à mes enfants et d'une façon connue, quoi. Donc j'ai eu 14 mois de réflexion qui étaient assez lourdes. Au final, je suis tombée sur une généticienne très psychologue et qui m'a répondu à mes interrogations en me disant « Mais madame, la seule différence que vous avez avec un autre couple, c'est que vous savez. » Voilà. Donc ça m'a libérée. Du coup, effectivement, derrière, j'ai eu le bonheur d'avoir un enfant, d'avoir un petit garçon, de façon complètement naturelle.
et avec un beau pied de nez à la vie, puisque en fait j'ai appris que j'étais enceinte en allant passer un examen de contrôle, donc un IRM, dans le cadre des contrôles semestriels que je faisais suite au cancer du sein. Et donc une découverte tout à fait fortuite. Ah mais carrément, parce qu'en fait j'avais un peu de retard dans mes règles, le ventre un peu gonflé, mais jamais je ne me suis dit je suis enceinte. Et puis comme c'était un IRM, on remplit ce fameux questionnaire avec êtes-vous susceptible d'être enceinte? Et là je me suis dit j'ai du retard, mais bon. Donc j'ai coché oui, mais sans conviction, hein. Et la dame m'a dit dans ce cas-là on fait pas l'examen, voici une ordonnance pour une prise de sang, allez faire la prise de sang. Je suis allée faire cette prise de sang, j'ai récupéré les résultats, je suis allée les chercher, je suis revenue dans ma voiture, j'ai ouvert l'enveloppe. Et alors, moi, je ne savais pas comment ça se passait, hein, donc je m'attendais à positif ou négatif, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il a fallu que j'explore ces résultats pour essayer de comprendre. Et là, je me suis dit, mais d'accord. Et tellement dans le doute et ne pouvant pas imaginer que, je suis ressortie de ma voiture, rentrée dans le labo et j'ai demandé à un biologiste de me confirmer les choses. Ce qu'ils ont fait, oui madame, vous êtes bien enceinte. Voilà. C'est une histoire magnifique. Ah oui, ça a été un super pied de nez. Et derrière, en plus, j'ai été super accompagnée par mon oncologue aussi, qui m'a dit, quand je lui ai annoncé, elle m'a dit « Ok, je vous fous la paix pendant 1 an. » À condition d'avoir un faire-part. Et ça, j'ai trouvé ça très humain. Et c'est vrai que dans tout ce domaine très médicalisé, etc., quand on a des parenthèses comme ça, très humaines, ça réchauffe le cœur et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ouais, ça fait du bien. Tout à fait. Et du coup, en 2009, à l'époque, on ne t'avait pas proposé, je pense que c'était vraiment les tout débuts, de faire une préservation d'ovocytes. Tout à fait, c'était absolument pas connu. Moi-même, je ne m'étais même pas posé la question. En fait, c'est une infirmière qui m'en avait parlé, qui m'avait dit que effectivement, sur Paris, il y avait des débuts de congélation d'ovocytes pour les femmes jeunes, etc., etc. Mais en fait, moi, j'avais déjà été pris un peu dans le tourbillon des traitements, etc. Donc, c'était trop tard. Mais non, sinon, il n'y avait rien de proposé à l'époque. Et c'est vrai que maintenant, les prises en charge ont beaucoup évolué pour les femmes jeunes, et c'est tant mieux, parce que c'est vrai que maintenant, on est beaucoup plus facilement orienté vers une préservation des ovocytes, ponction, préservation de la fertilité. En tout cas, c'est proposé à toutes les jeunes femmes, et ça, c'est très bien. Tout à fait. Oui, ça c'est vraiment une grande avancée, parce que je pense que c'est un poids en moins. Parce que mine de rien, psychologiquement, ça a été très lourd pour moi, le côté enfant, parce que c'était l'âge, j'étais jeune mariée, tous les amis autour, procréaient, etc. Et moi j'étais dans le doute. Et même dans quelque part à un moment donné, même la fermeture à ça, en me disant non mais de toute façon je veux pas y croire, parce que pour moi ça va être compliqué entre les traitements, l'âge qui avançait. T'avais fait le deuil de ta maternité? Presque. À ce moment-là, j'étais en cours de deuil. Ouais, parce qu'avec tous ces délais, toutes ces conditions, en plus moi il fallait que j'attende au moins 3 ans pour faire un enfant, etc. Donc beaucoup de choses se cumulaient, et puis toujours cette culpabilité aussi de se dire est-ce que je vais transmettre à mon enfant, est-ce que je prends le risque? Moi le BRCA1, on dit que souvent c'est plus à transmettre aux filles qu'aux garçons. C'est vrai que j'avoue, j'ai été soulagée d'apprendre que j'étais enceinte d'un petit garçon. Voilà. Ouais, tu t'es dit la nature a bien fait les choses. Exactement. Ouais, vraiment. C'est une discussion que tu avais eue avec ton conjoint aussi? Bien sûr. Et lui, qu'est-ce qu'il... il était soulagé comme moi d'avoir un petit garçon, et tous les deux, on a fait le choix de ne pas retenter l'expérience,
pour ne pas prendre le risque d'avoir une fille et du coup d'avoir cette culpabilité de se dire voilà, s'il se passe un truc, comment je vais l'assumer derrière? Ça, clairement, ça a été une question. Et donc, suite à tout ça, on en revient du coup à l'opération des ovaires. Là, les médecins te disent à ce moment-là que c'est trop risqué et qu'il faut opérer pour ne pas développer un cancer des ovaires. Tout à fait, parce qu'en fait, le BRCA1, ce gène, se porte sur la glande mammaire et les ovaires. Ma mère ayant eu un cancer des ovaires en plus, il y avait beaucoup de risques en la matière et donc ils préféraient éviter. Et pour 2 raisons, effectivement, ne pas développer un cancer des ovaires, mais aussi le fait d'enlever les ovaires permet de réduire de 50% les chances de développer un cancer du sein. D'accord. Voilà. Donc il y avait 2 choses qui se cumulaient et qui... Et autant on ne m'a jamais encouragée à enlever les seins, autant les ovaires, c'est à partir de 40 ans. Alors, à partir de 40 ans, j'y avais le droit à chaque fois. Alors, est-ce que... Bon, après, ils étaient très compréhensifs en me disant, réfléchissez bien. Une fois que vous avez mené vraiment à terme votre projet de maternité, là, pensez-y, il faut se faire enlever les ovaires. Et ils m'encourageaient à le faire avant 45 ans, pour avoir le maximum de bénéfices. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que la mastectomie préventive, au final, on t'en a pas parlé. Alors, on ne m'en a pas parlé, et c'est un sujet, alors comme quoi la vie est... il n'y a pas forcément de hasard dans la vie, c'est ce que je dis souvent, parce que c'est un sujet qui m'interloquait, et j'avais prévu justement d'en parler à mon oncologue pour lui demander, oui, effectivement, pourquoi est-ce que vous ne m'avez jamais encouragé à enlever les 2 seins, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que j'envisage? Et puis, c'est avéré que c'est le moment où on a découvert que j'avais des microcalcifications dans le sein, qui au début étaient plus considérées comme un pré-cancer. Et c'est quand, du coup, je suis passée à la chirurgie qu'ils ont enlevé ce qu'il y avait enlevé, qu'ils ont découvert qu'il y avait 2 tumeurs à l'intérieur. Voilà. Donc, la question s'est posée au départ. Et c'est là où je remercie aussi le corps médical, c'est de m'avoir laissé une grande ouverture de choix qui parfois est très lourde pour le patient, parce que finalement on se retrouve avec toutes ces infos, tous ces choix, mais d'un autre côté c'était vraiment nécessaire pour prendre les infos où elles étaient et prendre la meilleure décision. Parce que du coup, quand j'ai appris ça, ce pré-cancer, etc., je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas temps justement que je fasse enlever les 2 seins? Et en fait, j'ai consulté plusieurs médecins, dont l'un m'a dit, le gauche, il n'y a pas d'utilité, c'était il y a 13 ans, tout va bien, il n'y a pas d'utilité dans les faits. Et il m'a dit, le droit, il faudrait mieux attendre de voir ce qu'on y trouve, plutôt que de se dire, on enlève, on reconstruit, et si derrière on a trouvé un truc, ça va être compliqué. Et j'ai bien fait d'avoir cet avis qui m'a encouragée à le faire progressivement, parce que sinon, effectivement, ça aurait été très compliqué. En tout cas, bien plus compliqué que ça ne l'a été. D'accord. Parce que là, du coup, t'as récidivé... Enfin, non, c'était pas une récidive, non, c'était du coup un nouveau... Voilà, un nouveau cancer sur l'autre sein. On te l'a découvert quand? On me l'a découvert en avril 2022. D'accord. Oui. Et du coup, j'ai été opérée en juin. Et du coup, après tout ça, maintenant, l'objectif, effectivement, c'est qu'à la fin de l'année, je fasse une double mastectomie et une reconstruction tout de suite, en fait. Donc l'idée, ce qu'ils m'ont proposé, c'est justement de faire un protocole inversé, de commencer par les traitements pour derrière pouvoir enlever et reconstruire directement. Donc en fait, je vais avoir une opération à 4 mains. Le gynécologue qui va enlever la glande mammaire et le plasticien qui va reconstruire. Voilà. Eh ben. Et
Et psychologiquement, comment t'as vécu tout ça? Enfin, il y a d'abord l'entre-deux avec la gestion de la peur de la récidive et puis après quand ça te tombe dessus, enfin comment t'as vécu tout ça? La peur de la récidive est très présente les premières années. Et en fait, après, on tombe un peu dans une routine. Et c'est là le danger. Et là, je vais vous avouer un truc. C'est que moi, je suis tombée dans cette routine et j'ai eu comme un excès de confiance quelque part, dans le sens où j'ai un peu tardé à faire mes derniers examens. Alors c'est vrai qu'entre la pandémie, où ça reculait des choses, où derrière les rendez-vous étaient moins faciles à prendre, etc. Et puis on oublie, et puis le temps passe, et voilà. Donc j'ai pris un peu plus de temps que ce que j'aurais dû prendre pour faire mes examens. Donc ça a peut-être joué aussi. Voilà. Donc je tiens à préciser que oui, on a peur de la récidive, mais celle-ci, on apprend à vivre avec. Ça devient comme une routine et oui, on a un peu de stress à chaque fois qu'on doit aller passer un examen, mais ça n'est plus envahissant comme ça peut l'être au tout début. On apprend vraiment à vivre avec. Après, j'avais pas imaginé refaire un autre cancer. C'est ça qui est assez surprenant. Enfin, qui m'a surprise moi en tout cas, c'est que autant j'étais fixée sur le sein qui avait été malade, pas du tout sur l'autre. Et du coup, je l'ai fait sur l'autre. Voilà. Donc là, ça vous retombe dessus. Bon, là, évidemment, il y a la colère, l'injustice, la tristesse. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, etc. D'autant plus que tu avais eu l'intervention sur les ovaires qui normalement diminue le risque de cancer mammaire. Donc c'est sûr que là, le sentiment d'injustice, il est très présent. Exactement. Oui, complètement. Complètement présent. C'est pour ça que du coup, sur le moment, au début, au premier résultat, je me suis dit, ok, j'enlève tout, quoi. Ça suffit, ras-le-bol, voilà. Bon, la démarche a un peu évolué, voilà. Mais après, je dirais qu'il y a un avantage quand même, enfin moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça, d'avoir eu une première expérience, c'est que du coup il n'y a plus l'inconnu. Et ça joue énormément. Parce que dans le stress, dans la peur, ce qui alimente, c'est l'inconnu justement. Alors que là, je savais comment ça allait se passer. Alors c'est sûr que ça peut aussi faire peur si ça s'est pas très bien passé, etc. Oui. D'y retourner, d'y repasser. Ça peut réactiver d'anciennes peurs. On est complètement d'accord. Mais moi, je l'ai vraiment vécu comme un avantage dans le sens où je savais comment ça allait se passer. Je savais que oui, il y a des moments qui ne sont pas évidents, mais que dans l'ensemble, ça peut bien se passer aussi. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu as fait de différent entre ton premier et ton deuxième cancer ? J'ai décidé de m'écouter. J'ai décidé de prendre du temps pour moi. J'ai décidé de m'adapter à mon nouveau rythme et de ne pas vouloir absolument m'imposer un rythme qui était le mien avant ou quoi que ce soit. J'ai décidé de me libérer des contraintes, mais des contraintes plus, on va dire, sociétales. Ou si je prends l'exemple par rapport justement à mon professionnel, ça a été très compliqué pour moi au départ de me dire faut que je m'arrête. Alors au début j'ai levé le pied, bon j'ai quand même essayé d'anticiper au maximum pour finir les suivis que j'avais en cours. J'ai commencé par ne plus prendre de nouveaux patients, etc. Et puis à un moment donné il a bien fallu que je me rende à l'évidence que je ne pouvais pas continuer, et notamment parce que l'énergie n'était pas la même et que je ne voulais pas accompagner des personnes avec une énergie qui n'était pas comme celle que j'ai d'habitude. Je ne voulais pas faire de séance au rabais, quoi. C'est pas du tout... voilà. Donc, ça a été plus ça pour moi, le côté un peu où il a fallu que je travaille dessus, on va dire.
Pour le reste, voilà, la sophrologie m'a apporté énormément parce que aujourd'hui je m'écoute, parce que aujourd'hui je sais faire la distinction du rythme qui me va et de celui qui ne me va pas. Je sais m'adapter. S'écouter, c'est pas un gros mot. Donc ça m'a énormément aidé. Mais justement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé ? C'est la sophrologie dans tout ton parcours. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton parcours de soins ? La sophrologie, oui, bien sûr, mais c'est surtout toute cette ouverture et cette philosophie de vie qu'elle m'a apportée, plus qu'autre chose. C'est-à-dire profiter du moment présent, ne pas se projeter négativement, ou en tout cas, ne pas se projeter négativement, attention, c'est pas Superwoman, parce que notre cerveau, c'est une magnifique machine, mais que des fois on contrôle pas. Donc je ne dirais pas que j'ai pas eu des projections négatives, bien évidemment, surtout au début. Surtout que là, il y avait un élément supplémentaire que je n'avais pas il y a 13 ans, c'est que j'avais mon fils. Et en plus, le côté un peu plus piquant, j'ai envie de dire, c'est que en fait, il a l'âge que j'avais quand j'ai perdu ma mère. Donc ça, pour moi, ça a été très difficile. Voilà. Mais j'ai su aussi m'en servir, et mon fils a été source pour moi d'énergie, et justement je l'ai pris comme une source de déconnexion à la maladie, où quand j'avais cette énergie, je pouvais profiter de Louis du coup. Et ça m'a aussi beaucoup aidé, et ça a été un moteur, aussi de se dire ok, bon, là, les 3 premiers jours après la chimio, je sais que je suis KO, il faut que je m'écoute, je sais que telle et telle position me conviennent, que c'est comme ça que j'ai le moins d'effets secondaires, et je le fais. Et pendant 3 jours, ça a été, je l'ai vécu comme ça, les 3 premières chimios un peu lourdes, j'écoute vraiment mon rythme. Et après, hop, je le fais évoluer progressivement en fonction de mes capacités. Et est-ce que tu as instauré des habitudes santé, des habitudes d'activité physique adaptée ? Ah oui, beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ? C'est important, c'est un volet très important. Exactement. Alors moi, c'est vrai que avec le docteur Tully, qui est très axé sur l'activité physique et qui m'avait déjà conseillé ça, aussi pour éviter la récidive, mais je ne suis pas une sportive dans l'âme. Mais du coup, là, je me suis dit, justement, ce temps que tu as en plus, tu vas l'utiliser à quelque chose de bon pour toi. Et du coup, je me suis dit, je vais me mettre des rituels pour marcher à mon rythme, progressivement. Et du coup, l'avantage que j'ai eu, c'est justement que mon fils va à l'école, que notre école, elle est située à 400 mètres de la maison. Donc, j'allais l'accompagner à pied à l'école comme je l'ai toujours fait. Mais là, je y allais d'autant plus, et je faisais un petit tour supplémentaire quand j'en avais la force, la possibilité, etc. Aussi dans le but d'éliminer le surplus des traitements, de continuer à entretenir mon corps pour ne pas subir les effets secondaires de type douleur articulaire, etc. Ça joue énormément, mais ça vide aussi beaucoup la tête. Et moi, avec la sophrologie, j'avais découvert la marche afghane. Alors, la marche afghane, c'est un monsieur qui a observé, du coup, les Afghans, les caravanes afghanes, qui parcourent des kilomètres et des kilomètres sur des terrains de tout type, et qui s'était dit, mais comment ils font ? Parce qu'ils ont un rythme toujours régulier, etc. Et donc, il les a observés très longtemps. Et en fait, il s'est rendu compte qu'ils jouaient beaucoup entre l'adaptation de leur rythme de marche, de leurs pas, synchronisé avec leur respiration, et aussi adapté en fonction du terrain. Donc, ce qui fait qu'en fait, la marche afghane, c'est je marche un certain nombre de pas sur l'inspiration et je marche un certain nombre de pas sur l'expiration. Et synchroniser ces pas
avec la respiration, pendant ce temps-là, vous pensez à rien d'autre. Et ça fait un bien fou. Ça aère le cerveau, c'est absolument génial. C'est les bénéfices de l'activité physique et de la cohérence cardiaque. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est intéressant, je ne connaissais pas du tout. Ah ouais, si, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Puis ça rejoint vraiment les techniques de sophrologie, de coupler la pratique physique avec la respiration. Et en fait, pendant ce temps-là, le cerveau, il n'est pas capable, lui, d'amener des idées négatives ou d'autres idées et de tourbillonner et de vous envahir. Donc ça, c'est un plus aussi. Mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que même quand on ne se sent pas sportive, on n'a pas besoin d'être sportive en fait pour pratiquer de l'activité physique adaptée. Exactement. Ça peut être très, très inscrit dans le quotidien et c'est vrai que c'est pas forcément faire du sport. Et en tout cas, il faut y aller de manière progressive et sur des choses qui nous plaisent pour que ça tienne dans le temps. Ça, c'est vraiment très, très important. Et ça réduit la fatigue. Ça réduit énormément la fatigue, l'activité physique adaptée faite tous les jours. Énormément. En plus de réduire le risque de récidive. Tout à fait. Moi, j'ai vu vraiment un bénéfice au quotidien. Et même psychologiquement, parce qu'une fois de plus, on se sent acteur, actrice de son mieux-être. Donc ça, c'est aussi, ça rebooste quelque part, ça fait du bien, ça met en confiance. On subit pas, on met en place des choses. Et ça fait un bien fou. Et moi qui n'étais pas du tout sportive, aujourd'hui, j'ai envie, je me suis mis à la marche nordique, notamment grâce à la Ligue contre le cancer qui met en place des ateliers comme ça. Ça m'a permis de découvrir, je trouve ça génial. Et j'ai aussi intégré l'équipe des Dragon Boat, comme on me l'avait conseillé. Et ça, c'est formidable parce que là en plus ça couple deux choses. Ça couple et l'activité physique et le côté convivial avec tout le groupe, etc. Donc ça, c'est formidable. Ça, c'est super important. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu de l'association Ensemble pour elle ? On avait déjà fait une table ronde avec Claire, Brigitte et Anne-Sophie, que du coup tu côtoies sur le bateau. Vous pratiquez la même activité, vous faites partie de la même association. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte d'adhérer à l'association Ensemble pour elle et de pratiquer le Dragon Boat avec elle ? Beaucoup de choses. Déjà, le fait de ne pas se sentir seul et isolé. Le fait de... Alors, ce qui est très intéressant, contrairement à l'image que moi, je pouvais en avoir là-dessus il y a 13 ans, où je me suis dit, oui, alors c'est peut-être une équipe un peu de malades, d'anciennes malades, on va parler maladie, machin, et moi, j'ai pas envie. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais il y a aussi ce côté où on est avec des femmes qui ont vécu la même chose, qui sont toutes du coup dans un dynamisme positif, hyper chaleureuse, hyper accueillante. Donc déjà c'est un bain d'énergie, ça fait plaisir, ça met du baume au cœur. À la fois, on sait que si on a un questionnement, on peut toujours trouver, mais comme ça, dans la discussion, sans pour autant cibler quelqu'un, on peut toujours discuter d'un questionnement qu'on peut avoir. Il y a toujours quelqu'un qui a un bon conseil à donner ou à livrer sa propre expérience. Donc du coup, ça nourrit aussi à ce niveau-là. Mais c'est aussi beaucoup de convivialité. Et puis moi, cette activité, c'est absolument génial. Ça fait un bien fou. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, moi qui n'étais pas sportive, je m'y suis mis, ça me plaît énormément. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est tout en bienveillance. Donc, chacune y va vraiment à son rythme et en fonction de ses capacités. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente. C'est en toute liberté, c'est léger. C'est vraiment tout ce que ça apporte, quoi. La légèreté, tout ce dont on a besoin quand on sort d'un épisode comme ça, de maladie.
Et du coup, tu t'es rapprochée d'autres associations aussi ? Oui, alors moi, avant, du coup, quand j'ai mis en place mon activité de sophrologue avec cette envie justement d'aider les femmes atteintes d'un cancer du sein, je me suis rapprochée de l'association LISE, donc l'Institut du sein de Champagne-Ardenne, qui est hébergé à Besanne. Avec lesquels donc je suis membre de cette association et j'interviens auprès de patientes lorsqu'on fait des ateliers et je suis référencée chez eux en tant que sophrologue pour les patientes qui souhaiteraient être accompagnées. Donc je suis beaucoup en lien avec les 2 infirmières formidables qui composent cette association, que je trouvais déjà formidables avant, mais qui ont été d'un soutien mais sans faille pour moi dans ce 2e épisode de la maladie et surtout dans cette prise de décision dont je parlais où au départ, comme on ne savait pas trop ce qu'il en était, qu'est-ce que je fais, etc. Elles m'ont permis de libérer la parole, mais aussi de m'orienter en me disant « Attends, prends rendez-vous avec un tel, tiens, si tu veux, je t'aide, j'appelle la secrétaire pour essayer d'avoir un rendez-vous au plus vite, etc. » Et ça, c'est absolument formidable. Oui, parce qu'au final, sur ton premier cancer, ça n'existait pas, cette association. Non. Donc, tu as pu voir le bénéfice sur ton second parcours de soins et après t'engager en tant que professionnelle à leur côté. Tout à fait. Tout à fait. Oui, là, j'ai vraiment vu une différence énorme par rapport à cet accompagnement. C'est libérateur aussi, c'est rassurant et c'est sécurisant. Et franchement, la sécurité, quand on est dans un parcours comme ça n'a pas de prix. Hein. Vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Si j'en sors une chose pour moi, ça a été rassurant et sécurisant. Sécurisant de se dire qu'on n'est pas tout seul à prendre une décision dans son coin et que on peut en parler, on peut être orienté vers les personnes qui peuvent nous amener justement matière à réfléchir et pas de se dire je prends cette décision mais du coup est-ce que c'est la bonne, etc. Voilà. Quel conseil tu donnerais à des patientes qui nous écoutent ou des patients qui nous écoutent et qui débutent un parcours de soins ? Déjà, faites-vous confiance. Accordez-vous le temps dont vous avez besoin pour accueillir tout ça, accueillir tout ce chamboulement, accueillir vos émotions. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'en vouloir à la terre entière, vous avez le droit de trouver ça injuste, voilà. Ne vous enlisez pas dans il faut que je sois fort. Ayez confiance en vous au-delà de ce que peuvent vous dire vos proches ou voilà. Parce que parfois nos proches, en voulant nous rassurer, peuvent être maladroits. Voilà. Donc ne prenez pas au pied de la lettre. Dites-vous bien qu'ils sont là, ils veulent être bienveillants envers vous, mais ils vous amènent les choses avec leur propre filtre. Donc leur peur aussi. Voilà. Donc faites-vous confiance. Et puis surtout, n'hésitez pas à parler, à aller essayer, que ce soit les associations, que ce soit les soins supports. Voilà, c'est vraiment un plus. Voilà. Mais écoutez-vous. Voilà. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir dès le début et que tu as appris pendant tes parcours de soins ? Qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il faut prendre son temps de la réflexion, qu'on a le temps de prendre le temps de la réflexion à partir du moment où tout est bordé bien évidemment avec le corps médical. Mais voilà, pas se précipiter, se laisser le temps d'eux pour prendre la bonne décision, se faire confiance. Voilà, faire confiance à ses ressentis,
Ouais, ne pas se laisser peut-être déborder par ce que pensent les autres. Ouais, je pense que c'est ça. Se faire confiance, aussi bien dans ses décisions que dans sa façon d'aborder les choses. Et s'accorder, le temps de s'écouter, le temps de faire comme on a envie, le temps du changement aussi. Oui, ça change. Vous avez le droit d'avoir envie d'autre chose. Vous avez le droit de ne pas avoir envie de contraintes à ce moment-là. Vous avez le droit d'avoir un rythme différent, de ne pas faire ce que vous faisiez avant ou de ne plus le faire. C'est pas évident au début de l'accepter, mais ça vaut le coup. Oui, c'est un tel chamboulement que c'est aussi l'occasion de remettre en perspective les vraies priorités dans sa vie. Exactement, exactement. Et de ne pas se culpabiliser de avant je faisais tout ça et maintenant je fais plus tout ça. Bah ouais, parce que avant vous aviez pas un truc à soigner avec des traitements qui sont quand même très très lourds. Donc oui, aujourd'hui vous avez quand même bien le droit de changer de rythme, de vous écouter, de prendre votre temps et peut-être d'éliminer certaines contraintes pour laisser du temps à des choses positives pour vous. Et en quoi, pour toi, toute cette épreuve, tous ces parcours de soins, ce très long parcours de soins, en quoi tout ça a été un révélateur de vie pour toi ? En quoi oui, dans le fait de profiter de ce qui est là, quoi. Alors sans tomber dans la vie est dure, non, pas du tout, c'est pas dans cette perspective-là, j'ai pas envie de partir là-dedans justement, mais plus dans le fait que cette épreuve m'a aussi apporté. Et en fait, je sais que j'en avais discuté avec une psychologue et j'avais aimé ce qu'elle avait dit en disant il y a des bénéfices à la maladie. Voilà. Et ça, je suis 100% d'accord avec ça, même si je suis bien consciente que c'est pas évident à entendre en fonction de là où on en est dans cette maladie. Mais vraiment, s'il y a une chose à tirer pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a des bénéfices à la maladie. Parce que ça permet de remettre les choses en perspective à tous les niveaux et comme on en a envie et de profiter. Et pour avoir suivi un certain nombre de patientes sur un long moment aussi, je pense notamment à une qui a complètement changé son fusil d'épaule, sa vie, et qui s'est rendu compte qu'en fait, elle était dans un truc qui lui convenait mais pas du tout, qu'elle était surchargée en stress et compagnie, mais qu'elle s'imposait les choses. Et la maladie lui a permis justement de prendre conscience de tout ça, de prendre du recul et de changer complètement de vie, quoi, de se faire plaisir et d'aller vers quelque chose qui lui convenait. Mais oui, aussi dur que ça puisse être de l'entendre, surtout quand on est la tête dans le guidon et dans le début des soins. Mais la réponse est dans le futur. Et c'est souvent après coup qu'on se rend compte à quel point ça a pu nous transformer et de la bonne manière. Tout à fait. Même si c'est très dur à entendre sur le moment, ça c'est évident. Oui. Non, quand on est effectivement dans les traitements et qu'on subit les effets secondaires, etc., c'est sûr que c'est très compliqué de pouvoir se dire ça. Mais ça permet aussi de goûter à un autre rythme et à une autre vie. Et du coup, d'en déceler des choses positives et de se dire, mais tiens, au final, c'est aussi sympa de vivre peut-être moins à 100 à l'heure, peut-être de vivre à 70 à l'heure ou à 50 en fonction de chacun son rythme et que finalement, pour la suite, ça peut être bénéfique pour moi. Et pour terminer ce podcast, j'aurais aimé que tu nous parles de l'utilité du témoignage patient pour toi. Comme je le disais, c'est un peu en revenir à l'intérêt de
d'aller dans l'association, par exemple Ensemble pour elle, et d'être auprès de patientes, c'est vraiment de pouvoir amener des éléments à des femmes qui apprennent qu'elles sont dans la maladie, qui elles pour le coup sont dans l'inconnu total et qui du coup par cette peur peuvent s'imaginer pire que ce que ça ne l'est. Et du coup, quelque part, se couper toute énergie nécessaire avant même de l'avoir vécu. Et puis, c'est de transmettre un peu quelque part, aussi bien mon expérience que des conseils que je pourrais avoir par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà, se refiler des petites choses quelque part. Je sais qu'on l'a fait, je l'ai fait en service de chimio, mon petit truc justement avec les huiles essentielles ou les choses comme ça. Je sais que ça a pu aider. Bon voilà, c'est des petites choses comme ça, mais qui font beaucoup dans un parcours de soins. Donc c'est le but, quoi. C'est vraiment de pouvoir permettre à chacune peut-être de trouver des éléments qui pourraient l'aider à mieux vivre son parcours. Et puis aussi peut-être se sentir moins seule, sentir que ce qu'on ressent est normal. Exact. C'est souvent ce qui ressort aussi des témoignages patients, et le fait de s'en rendre compte, ça peut apporter du bien, oui, du bien-être. Tout à fait, effectivement, ça fait aussi écho à ce que je disais avec le fait de s'écouter et oui, les émotions, elles sont là et c'est pour une bonne raison, et la colère, elle est là, ouais, c'est normal, c'est pas juste, voilà, et vous avez le droit de réagir comme ça. Oui, c'est ça. Eh bien, en tout cas, merci 1000 fois, Betty. C'était vraiment super, cette conversation avec toi autour du micro. Je suis persuadée que ça va aider bon nombre de patients qui nous écoutent. En tout cas, merci pour ton temps, merci pour ton authenticité, de nous avoir raconté 1000 détails sur ton parcours de soins qui était plus que complexe et plus que long. Et en tout cas, merci pour tous tes partages et merci pour ton témoignage. Merci à toi de m'avoir offert cette possibilité, cette opportunité de justement pouvoir témoigner. Et puis, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, c'est déjà formidable. Merci beaucoup, Betty. Merci à vous. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables, et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge, et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode, ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. À cans.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.